Djameni, sans transition, nous allons aborder la deuxième et la dernière thématique de cette émission. Nous parlons du Mali, où le président du CNT s'est exprimé et a déclaré « Tout peut se négocier ici au Mali, sauf la partition du pays, et les Maliens sont prêts à se sacrifier pour préserver leur souveraineté. » C'est en tout cas une affirmation de celui-ci. Tout en rappelant le drapeau du Mali, le vert, l'or et le rouge doivent flotter haut, très haut et partout sur l'étendue du territoire national. Après avoir déclaré tout cela, on a constaté que les FAMA, d'ailleurs ça fait plusieurs semaines que les FAMA ont commencé à survoler la zone dans le nord du Mali, particulièrement à Kidal. On a constaté qu'il y a eu des sortes d'affronts où ces différents, je sais pas, on va les appeler rebelles, ont déclaré qu'il s'agissait là d'un non-respect ou alors d'une violation de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger n'est pas, comme le président Assimi Goïta l'avait dit, il n'est pas intouchable, il n'est pas éternel. Et le président estime que le Mali, c'est toute l'étendue du territoire. Alors en rien, l'accord d'Alger ne l'empêche de toucher le nord du pays. Absolument, il a absolument raison. Écoutez, le projet de la partition du Mali est un vieux rêve français. Et la partition même de l'Afrique, sa balkanisation, qui commence en 1884-1885, enfin non, qui s'officialise, parce qu'ils avaient déjà commencé à diviser le continent, s'officialise, a continué sous de nombreuses formes. La dernière tentative réussie a été celle du Sud-Soudan. Oui. Voilà, cette création d'un État bizarre qui n'était constitué que par les meilleurs flux du pétrole d'un pays donné. Et les États-Unis et toutes les puissances, et derrière toutes les puissances occidentales, ont travaillé pour créer un État complètement faible dans lequel ils pouvaient aller épuiser les ressources à volonté. Cette démarche-là est une démarche, c'est une de leurs méthodes, de leurs approches, et nous devons comprendre cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, quand ça se passe au Mali, parce que vous remarquez que chaque fois que vous parlez d'un pays, je parle d'un autre pays, c'est pour montrer que ce n'est pas isolé. Oui. C'est une stratégie globale pensée de l'Occident, des impérialistes. C'est extrêmement important de comprendre ça. Sinon, à chaque fois, on va mener des petites batailles sans avoir la grande vue stratégique de l'ensemble du terrain de la guerre et sur la durée du conflit. Donc, la partition d'un pays ou de la partie du pays qui a quelques ressources sur lesquelles ils ont des visées fait partie. Le Katanga, sous Lumumba, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'avec Tchombe, c'est-à-dire qu'on a coupé la partie du pays qui avait le plus de réserves, on l'a permis de créer un État qu'on a reconnu, etc., etc. Donc ça là c'est normal. D'ailleurs, Issoufou, quand il avait encore tous ses sens, m'avait dit Djekam, je me suis jamais senti aussi impuissant que depuis que je suis au pouvoir. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Et il m'a raconté les manœuvres de la France pour l'amener à les aider à attaquer Kadhafi et les dangers qu'il sait qu'il courait s'il n'acceptait pas de le faire. Et il m'a expliqué, ils vont me foutre une rébellion. Et vous avez remarqué que pendant toute sa présidence, le Premier ministre était un Touareg. C'est la seule chose qui a pu l'amener à rester au pouvoir pendant 10 ans. C'était une sorte C'était une sorte de garantie. Voilà, exactement. Donc partout en Afrique, là où il y a des ressources, il y a des rébellions et des tentatives de partition. Donc c'est une stratégie de l'impérialisme que nous devons de comprendre en tant que panafricanistes, et nous devons de lutter pour. C'est pas nouveau, mais tapez seulement depuis 2018,
c'est non à la partition, c'est des marches partout au Mali, etc., etc. Ce n'est pas les Assimi Goïta qui sont les premiers à dire non à la partition. Tout le monde dénie à la partition depuis, et chaque fois la France vient avec des rebelles et des accords, etc. Des gens qui ont de l'argent, vous ne savez pas où ils trouvent cet argent-là, et pendant ce temps, la France est installée sur des mines d'or, pille le pays, et voilà. Donc, nous devons comprendre donc, que c'est une stratégie qui n'est pas nouvelle du tout. Soutenir le président Assimi Goïta et faire ce qui est nécessaire, moi je crois, à l'heure actuelle, parce que j'ai entendu, et là-bas, je pense que nous devons écouter la voix du jeune capitaine avec vraiment beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que il est vraiment jeune. Vous parlez du capitaine Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, oui. Il est jeune et il est encore, je peux dire, complètement frais, innocemment authentique, quoi. Voilà. Bon, et donc il dit comme il le sent, et heureusement, il sent comme la majorité des Africains aujourd'hui, qui ont son âge ou moins. Il demande aux Burkinabés de prendre les armes pour défendre leur pays. À travers les VDP. Les VDP. Et que d'ailleurs, mon ami déchu du Niger a critiqué, n'est-ce pas? Ouvertement et violemment. Or, le voilà, lui, il est tombé et son peuple ne s'est pas levé. Pourtant, si vous touchez à Ibrahim Traoré, là, les VDP, eux, ils vont se lever. Hein. On a vu d'ailleurs un peuple qui s'est quand même érigé en barrière. En barrière, voilà. Et donc, ce qu'on ne vous dit moins, c'est le clin d'œil qu'il lance au panafricanisme. Écoutez, je suis attaqué, mais venez. Et c'est ça que je dis aux gens. Mais allons prendre des armes. Bon, moi, je suis trop vieux, j'ai 62 ans. Mais écoutez, vous attendez quoi? Au lieu mais si vous croyez que si on va au Niger, au Mali, ceux qui ont entre 18 ans et 25 ans, et qui leur disent, écoutez, nous sommes prêts pour nous battre, qui va dire non, je vous garantis. Très près, que ce soit au Niger, au Burkina Faso, au Mali ou même en Guinée-Conakry, au Bénin aussi, et au Togo, qui disaient nous sommes prêts à prendre les armes en cas d'intervention militaire au Niger. Au Niger. Oui. Et au Burkina Faso, ils n'arrivent même pas à avoir suffisamment de moyens pour recruter autant de VDP qu'il y a de volontaires. Il y a des gens qui occupent la place de la révolution, tous les gens sont en train de dire, mais écoutez, donnez-nous ce qu'il faut pour aller nous battre. Bon, donc, je pense que non seulement nous devons, ceux qui ont encore l'âge, soutenir cela, mais dans les mois qui viennent, je vais essayer de faire un appel à ceux qui ne pourraient pas y aller physiquement, de trouver les armes, de faire ce qui est nécessaire, d'aider, d'apporter leurs compétences dans cette lutte-là qui a besoin de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, là, elle n'est pas seulement pour les militaires, et elle n'est pas seulement sur le théâtre de la guerre. Parce que c'est une guerre qui est mondiale, en fait. Et qui est... Voilà, éducationnel, communicationnel. Exactement. Donc, ces endroits-là, nous devons les voir seulement comme des points focaux. Et nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour qu'ils n'échouent pas. Il ne faut pas que le Mali échoue. Il ne faut pas que le Burkina ou le Niger échouent. Absolument. Il faut qu'ils réussissent. Et pour qu'ils réussissent, nous devons les soutenir. On rappelle quand même, pour revenir à notre... Enfin, ils sont tous liés, ces sujets. Comme vous l'avez dit, on ne saurait parler du Mali sans parler du Burkina Faso et du Niger. Mais on rappelle quand même que l'accord d'Alger est un accord qui arrachait, ou alors parlons au présent, qui arrache la possibilité au Mali de se défendre en cas d'attaque. Et jusqu'ici, le Mali a fait preuve de patience, a été critiqué lors des conseils de sécurité à l'ONU, mais a rappelé que l'accord n'a jamais été brisé, mais au bout de cette patience, il serait normal que lors des prochaines attaques, si les forces armées maliennes ne sont pas en même de défendre leur pays, de défendre les habitants, il y aura une riposte. Est-ce qu'on peut s'attendre au fait que ces différents survols, l'armée qui arrive du côté de Kidal, dans tout le nord du pays, soit considérée comme
une riposte. Peut-être pour renchérir, la MINUSMA est partie du Mali, ou du moins la première phase a eu lieu, et certaines localités du Nord ont justement été libérées, et les FAMA doivent s'y installer. Je veux vous dire, madame, hein, il y a quelqu'un, je crois, un fameux géopoliticien, géostratège, qui a dit qu'un accord international ne vaut que le rapport de force qui le soutient. Okay. Voilà. Donc, dès le moment où le rapport de force change, les accords changent. Point. Bon, donc, le Mali signe un accord à un moment donné où ses forces sont voilà, c'est-à-dire que où il a, en tant que pays, un rapport de force extrêmement défavorable, avec la France au milieu et leurs complices de l'autre côté. Et donc, ça me rappelle les accords de Barkhossi. Oui, voilà. Avec, voilà, dans la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on amène Gbagbo dans un piège, on lui fait signer du n'importe quoi, et après il rentre, il se réveille, il se dit, mais c'est pas possible, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que les négociations, en fait, on n'obtient sur l'étape de négociation que ce que le rapport de force sur le terrain vous permet d'obtenir. Bon, parfois, on va faire une erreur, mais quand on fait l'erreur, on se rattrape rapidement dans un sens comme dans l'autre. Et il est hors de question, de mon point de vue, qu'un État souverain se mette à négocier avec des rebelles d'égal à égal. Moi, de mon point de vue, c'est comme ça. Maintenant, si vous êtes en état de faiblesse, vous êtes obligé de faire ce que vous avez à faire. Hein. Mais si vous n'êtes pas en état de faiblesse, ou si vous réussissez à vous doter des moyens, vous les écrasez. On ne peut pas s'asseoir dans un pays et permettre que des gens entubandés, qui soutenus par des puissances occidentales, viennent et commencent à réclamer un territoire qui n'a jamais existé, et à se prévaloir de choses qui n'en valent pas la peine. Nous sommes pour que l'Afrique s'unisse, mais il faut qu'elle s'unisse dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à créer un chaos total, permettre à des acteurs non étatiques financés par des forces obscures de s'installer sur le territoire et d'amener nos États à négocier avec eux constamment. Vous voyez, c'est une distraction extraordinaire, quoi. Mais ça ne se fait pas ailleurs. Lorsqu'il y a des terroristes aux États-Unis, les autorités disent on ne négocie pas avec les terroristes. Voilà, c'est tout. Mais en Afrique, il faut faire des accords. Mais c'est ça justement. Donc, mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est ceci. C'est que c'est à nous de renverser le rapport de force. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas de loi internationale. Ce qu'il y a sur le plan international, c'est le rapport de force. Oui. Donc, si nous voulons être... Il n'y a personne qui va vous aimer sur le plan international. D'ailleurs, c'est même ridicule et enfantin de croire qu'on peut se faire aimer. On a vu l'amour que porte Emmanuel Macron à Mohamed Bazoum. N'est-ce pas? Voilà. Donc, en politique internationale, il faut se faire respecter. Et là, ce qui vous donne le respect, c'est les armes. Vous avez... c'est la capacité à se défendre. Mettons ça comme ça. Parce que dire les armes, c'est réduire ça juste au militarisme. Et je ne suis absolument pas un militariste. Parce que c'est la force politique, c'est aussi bien la force militaire, la force diplomatique, la force technologique, etc., etc. Et la force idéologique aussi. La quantité de soutien que vous pouvez mobiliser de par le monde. Bon, donc, il faut donc augmenter sa force et faire plier les adversaires. En fait, c'est ça, le truc. Et aujourd'hui, le Mali, les autorités nouvelles du Mali ont inversé la vapeur ou sont en train de le faire? Bon, elles sont en voie d'inverser la vapeur. En tous les cas, elles ont changé leur rapport avec la France déjà, ce qui est beaucoup. Bon, ce qui est certain également, et c'est en ça que je soutiens ce courant néo-souverainiste et néo-panafricaniste, c'est que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire que la souveraineté en Afrique est indissociable du panafricanisme. En d'autres termes, le Mali seul ne pourra pas s'en sortir. Le Burkina seul ne pourra pas s'en sortir.
le Niger seul ne pourra pas s'en sortir. Et je suis désolé de dire que même les trois ensemble, laissés à eux seuls, ne pourront pas s'en sortir. Donc nous devons considérer que le théâtre de la guerre, c'est toute l'Afrique. Et ne pas avoir peur d'attaquer l'ennemi là où il est faible. D'accord. Peut-être pour vous relancer, professeur Djekam Tiamini, permettez-moi, on a un Tchad qui a pris fait et cause pour le Niger, qui a fait pareil pour le Burkina Faso et le Mali, en considérant comme pays frères, comme autorité sœur et tout ce qui va avec, ceux qui sont à la tête de ces États, mais qui est quand même annoncé comme celui qui va recevoir les militaires français qui quittent le Niger. Oui. On a une Algérie qui défend totalement le Niger, mais qui va imposer un chronogramme aux Nigériens. Ouais. À quel moment est-ce qu'il y a... C'est ce qu'on appelle la dialectique. Oui. C'est-à-dire que l'étude des contraires et la recherche permanente entre des équilibres entre des forces qui sont contradictoires. D'accord. Je vous ai dit tantôt en début d'émission que un pouvoir donné se trouve à la confluence d'intérêts toujours divergents, qu'il s'efforce d'équilibrer pour se maintenir. Et donc, quand vous voyez, je veux sortir du continent un peu là, pour le prince d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, on sait que l'Arabie Saoudite a toujours été un pion des États-Unis. Mais aujourd'hui, cette même Arabie Saoudite dîne avec la Russie, avec la Chine, fait la paix avec l'Iran, etc., etc. Et moi, j'ai écouté le prince héritier, je ne sais pas comment on appelle, le grand prince, là, qui dit, écoutez, moi, j'agis en fonction des intérêts de mon pays. C'est simplement que les rapports de force entre eux et les États-Unis ont changé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au moment où son père et peut-être son grand-père ou son oncle faisaient des accords léoniens avec les États-Unis, ils étaient dans un état donné. Aujourd'hui, ils sont dans une autre configuration et le monde est dans une autre configuration qui leur permet, ils ne lâchent pas complètement. Les États-Unis continuent d'être le plus grand client de l'industrie militaire américaine. Mais en même temps, ils se donnent des libertés que personne n'aurait cru. Donc, on est dans un monde en transition et vous allez assister à ce genre de contradiction. Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas s'attendre à ce que tout soit blanc ou noir immédiatement. Cohésion, voilà. Tout d'un coup. C'est ça, l'essentiel est qu'à chaque fois, de mettre notre soutien sur l'aspect de la contradiction qui nous est le plus avantageux. Merci, professeur Djekam Tiamini. On a pratiquement terminé ce programme. Peut-être mot de fin sur la question malienne, sur la question nigérienne, sur la question haïtienne. Vous avez vous-même dit tout à l'heure que ces trois sujets sont liés. Si il fallait réellement entrer dans une bataille, être sûr et certain de la livrer et de la gagner, ça signifierait qu'il faut mesurer l'ennemi en face de nous, et mesurer cet ennemi, c'est peut-être forger une arme un peu plus forte que celle que cet ennemi a. Il y a donc des pays qui sont totalement en soutien, comme on l'a dit tout à l'heure, mais qui ne le matérialisent pas forcément de manière ouverte. Vous avez cité vous-même le Sénégal tout à l'heure, vous avez cité plusieurs pays, et on peut citer aussi la Mauritanie, on peut citer la Tanzanie, on peut citer même l'Ouganda dans cette histoire, mais qu'est-ce qu'il manque à ces chefs d'État? Ou alors ils sont comme Mohamed Ben Salman de l'Arabie Saoudite qui aujourd'hui se dit « je penche d'abord pour mes intérêts ». Les États africains tels qu'ils ont été constitués à Berlin ont été programmés pour échouer. Ils n'auraient pas été
constituées telles qu'ils sont constitués, Oui. s'il y avait en eux les germes possibles de la réussite en tant qu'État isolé. Oui. Prenez le cas du Nigeria. C'est quand même 200 millions d'Africains, des gens extrêmement compétents, travailleurs. Mais allez au Nigeria, vous allez voir un dynamisme mais, qui n'a d'égal que celui du Cameroun en Afrique. Mais malheureusement, bien qu'il soit la première puissance économique, Oui. indéniablement, ils ont dépassé en termes économiques l'Afrique du Sud tout dernièrement, Oui. ils restent structurellement extrêmement faibles à cause de la politique Angleterre. Oui, c'est ça. C'est pour ça parfois j'ai dit aux francophones, faites un peu attention de croire que dès que vous aurez tué le CFA, toutes les maladies vont guérir, quoi. En fait, non, les pays anglophones qui ont leur propre monnaie, y compris la Gambie et tous les tout petits pays de rien du tout là. C'est quand même une marque de souveraineté. Non, c'est clairement une marque de souveraineté comme le drapeau, quoi. Je veux dire, mais le fait que vous ayez un drapeau ne veut pas dire que voilà, Haïti a sa monnaie depuis 1804, quoi. Oui. Je veux dire, bon, ben, elle n'est pas souveraine pour autant. Ce combat, en fait, si j'ai un mot de fin, c'est de dire aux jeunes, soyez plus sophistiqués aujourd'hui. Nous avons mené la bataille pour l'unité de l'Afrique dans le contexte de la guerre froide. Vous avez la chance aujourd'hui de la mener dans un contexte de multipolarité, où vous pouvez penser en termes de l'intérêt de l'Afrique d'abord et de faire comme tout le monde fait, c'est-à-dire que de vous faire des alliances, de les briser, de faire d'autres alliances, de faire ce qui est nécessaire en gardant en vue l'intérêt principal de l'Afrique qui est de s'unir, d'être forte et d'être prospère. Merci bien, professeur Jekam Tiamini. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de ce programme Regard panafricain, comme à chaque fois. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous une fois de plus. Merci, Madame Begoudé. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec vous. Merci aussi à ceux qui nous ont regardés à travers nos différentes plateformes, For You Media Africa, ceux qui nous ont reçus à travers leurs petits écrans, mais également à travers nos ondes sur la 96.3 FM pour ceux qui sont au Cameroun, la radio For You Radio, la radio panafricaine. Merci Nkele qui est à la mise en onde de ce programme, derrière les caméras, évidemment. Merci à vous tous. On se retrouvera très bientôt sur nos différents médias. L'information et les programmes se poursuivent. Ne partez surtout pas. À très bientôt à tous. For You Radio. Encore plus de musique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.